Serge, comment ça va? Mais ça va bien. Alors je crois savoir qu'il y a un congrès en ce moment de Force ouvrière, le syndicat Force ouvrière, c'est à Lille, et c'est, comme tu me le disais en introduction, c'est une véritable guerre de tranchées. Eh bien oui, depuis lundi, Force ouvrière, la CGT Force ouvrière, car c'est son vrai nom, est en congrès à Lille. C'est la troisième force syndicale, 15,6% des voix aux élections professionnelles dans le privé, 18,6% dans la fonction publique, et donc 4000 délégués. Et on a joué à feu sur le quartier général. Et tu vas regarder la compilation qu'Adrien Bou, notre chef d'édition, a passé une partie de son après-midi à vous rassembler les meilleurs morceaux du congrès. On regarde. C'est parti. Macron, accord de performance collective, c'est magnifique. Nous serons à la merci du patron. On travaillera de 0 à 48 heures par semaine. On aura des semaines où on ne travaillera pas et des semaines où les salariés seront 9 heures sur les chaînes de production. Au vu du refus des syndicats sur l'accord de performance collective, il n'a pas lâché prise, le repreneur, il demande un accord de flexibilité. C'est tout simplement Pénicaud, Macron, El Khomri. Le secrétaire Jean-Claude Mailly a accepté la concertation au motif que Macron ait répondu aux demandes en termes de méthode et de calendrier. Les ordonnances Macron-Pénicaud ont des conséquences immédiates, mes camarades. Tu penses à conclure, Nadine? Secondes. Fusion des instances représentatives du personnel, diminution des moyens, nombre d'élus, d'heures, disparition des CHSCT, facilité des licenciements. La ligne rouge a été franchie, mes camarades. Nos acquis volent en éclats. L'abrogation des lois El Khomri, les ordonnances Macron-Pénicaud, le secrétaire général a vendu la classe ouvrière à Macron et au MEDEF. Le retour, mes camarades, c'est pour vous. C'est le retour de l'esclavagisme. Nadine conclut. Mais pourquoi s'arrêter en bon chemin? Le secrétaire général vend les compétences de Madame Pénicaud-Muriel. Et s'autodésigne au CSE européen. Mes camarades, les instances doivent être respectées. Le syndicat FODOU ne votera pas le rapport d'activité, mais votera le rapport de trésorerie. Vive! Vive le syndicat libre et indépendant, la CGT Force ouvrière. Merci mes camarades. Que les muets laissent leur fauteuil de confort aux militants qui, eux, ont le courage de s'exposer. Je rappelle aux muets que les adhérents FO payent une carte aussi pour que leurs paroles soient entendues dans toutes nos instances. Alors s'il vous plaît, un tout petit peu de respect pour eux. Un autre point, beaucoup plus grave, doit nous interroger. Force ouvrière, à juste titre, a toujours dénoncé les trahisons de M. Thibault quand il a réformé le droit de grève à la SNCF avant de prendre sa place à sa confédération, ou de Mme Nota, partie dans une agence de notation privée européenne pour distribuer des bons points aux entreprises, ou de M. Chérec s'offrant à une antichambre du gouvernement du genre Terra Nova, et puis malheureusement tant d'autres. Aujourd'hui, comme vous, et à ma grande surprise, c'est Stéphane Lardy qui a abandonné ses responsabilités pour un poste de directeur de cabinet de Muriel Pénicaud. Alors au début, j'ai cru au cheval de Troie. Vous voyez le truc? Stéphane infiltrant le gouvernement pour aider ses frères d'armes. Mais quand j'ai appris le salaire d'un chef de cabinet, j'ai vite oublié le cheval.
Puis c'est au tour de Jean-Claude Mailly de se faire parachuter à Bruxelles, pistonné par Macron et Pénicaud, pour accéder à son autodésignation dans un comité Théodule européen, le Conseil économique et social européen, mes camarades. Eh oui, l'indépendance syndicale mène à tout, mes camarades. Il y a beaucoup de passion dans ces congrès, Serge, du coup. Que retenir de ça? C'est beaucoup de passion. Là, tu as quand même on n'a jamais vu ça dans un congrès, un clivage à ce point. Pourquoi? Parce que Jean-Claude Mailly a changé de politique depuis l'élection d'Emmanuel Macron. C'est aussi clair que ça? C'est l'élection de Macron qui est le tournant? Souviens-toi de l'engagement de Force ouvrière pendant la mobilisation contre la loi El Khomri. Et depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on est dans la concertation tout azimut avec le gouvernement et on ne veut surtout pas aller manifester avec les autres confédérations syndicales. Et ça, les adhérents ne sont pas d'accord. Alors il faut savoir en plus que Force ouvrière a une histoire très particulière. C'est un syndicat qui s'est construit en 1948. C'est un syndicat qui s'est construit par rejet de l'alignement de la CGT sur Moscou avec un financement de la CIA, ça il faut le dire. Pendant longtemps, ça a été un syndicat qu'il faut qualifier de jaune, de collaborationniste, en tout cas anticommuniste, viscéral, mais un certain nombre de militants anarchistes, trotskistes, socialistes ont trouvé refuge dans ce syndicat parce qu'il était justement indépendant des communistes. Mais ils ont essayé petit à petit de créer une opposition de gauche à l'intérieur de ce syndicat et de faire que ce syndicat redevienne un syndicat qui défende les travailleurs et pas simplement celui qui signait avec le patronat. Souviens-toi, en 79, Coluche avait fait une parodie de Force ouvrière. Il disait FO, le syndicat qu'il vous faut, c'est celui qui fait le moins grève, donc on gagne le plus. Et ça avait fait plier toute la France de rire. Et FO a changé véritablement lorsque Marc Blondel a pris les commandes en 1989, où il en a fait un syndicat revendicatif. Et puis en 2004, Jean-Claude Mailly, qui était un peu l'héritier de Marc Blondel, a pris les commandes du syndicat. C'est ça que j'allais te demander, c'est qu'on a l'impression quand même que tous ces aiguillons, toutes ces piques, c'est dirigé contre Jean-Claude Mailly. C'est quoi? Il est comptable d'un mauvais bilan sur 14 ans? Comment tu l'expliquerais? Alors il est comptable d'un mauvais bilan et puis surtout il est comptable de l'année qui vient de s'écouler. C'est-à-dire que le problème c'est que FO est quand même assez absente des mobilisations et du mouvement social en général, et que ça, les adhérents ne l'admettent pas. Ils veulent que FO soit dans la bagarre. En fait, ouais. Alors le problème, c'est que ils additionnent les éléments. Ils se disent tiens, c'est bizarre, notre patron Jean-Claude Mailly va être nommé par Emmanuel Macron au Conseil social et économique européen. N'y aurait-il pas un lien de cause à effet entre la ligne du syndicat et sa nomination prochaine? D'ailleurs, ils ne s'interrogent pas, ils l'affirment. Oui. Ils le disent clairement. Donc ils le traitent de vendu, ils le traitent de traître. On a la démonstration et encore, c'est quelques extraits, mais imagine pendant des heures ce déballage, ce règlement de compte, avec une partie de la salle qui soutient Jean-Claude Mailly et l'autre partie qui soutient les opposants. Ça, c'est pendant combien de temps? Ça a commencé lundi? Ça a commencé lundi, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours que ce règlement de compte à ciel ouvert devant les caméras se produit. Donc on en est là, et donc la tâche du successeur de Jean-Claude Mailly, qui s'appelle Pascal Pavageau, eh bien Pascal Pavageau, il va avoir d'abord une tâche difficile, et puis Pascal Pavageau, c'est un autre style. C'est même ça. T'as bien raison de bosser 8 heures, ton salaire c'est le salaire de la sueur. T'as bien raison de bosser 8 heures, ton salaire c'est le salaire de la peur. Quand on manif t'as bien raison, là ils te font passer pour un con. Déjà, c'est un premier pas. Oui, d'abord, moi j'adore Trust. Vous avez reconnu un des morceaux fétiches de Trust. Alors, Pascal Pavageau est fan de Trust et de heavy metal. Et ça tombe bien parce que Jean-Claude Mailly avait pronostiqué que le congrès serait rock'n'roll. Eh bien, il ne croyait pas si bien dire. Alors, Pascal Pavageau, c'est un personnage un peu surprenant. Il a 49 ans. Il fait partie du corps prestigieux des ingénieurs en chef des travaux publics de l'État. Et c'est un exemple magnifique de la méritocratie républicaine. C'est un enfant de la DAS qui donc ne vient pas d'un milieu extrêmement favorisé. Il a adhéré à FO à l'âge de 22 ans alors qu'il était élève de l'École nationale des travaux publics d'État où l'organisation syndicale est très très implantée. Et avant de devenir permanent syndical, il a exercé comme ingénieur de l'État dans le Nord, dans le Centre. Il s'occupait notamment de la police des cours d'eau, la navigation et l'environnement. Alors il a un signe particulier. Dis-moi.
il n'est pas trotskiste, il n'est pas franc-maçon, et il n'est pas socialiste. Alors, c'est rare du coup. C'est même inédit dans l'histoire de Force ouvrière, puisque Marc Blondel était franc-maçon, il n'en faisait pas mystère, et le socialiste, eh bien, c'était Jean-Claude Mailly. Voilà. Il n'y a pas encore eu de trotskiste à notre connaissance à la tête de Force ouvrière, mais sait-on jamais. Alors, est-ce qu'il va être l'otage de l'ensemble de ces forces qui organisent la vie au sein de Force ouvrière, ou est-ce qu'il va être le point d'équilibre? En tout cas, il connaît bien la maison, et puis il revendique aujourd'hui une ligne plus combative, dit-il, puisqu'il veut retourner un peu aux sources du syndicalisme. En gros, on négocie, et si ça bloque, on construit un rapport de force, donc la manifestation, la grève, l'action justice. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Oui, ça fait, disons, ça fait un an que Force ouvrière ne bouge pas beaucoup, voilà, disons, ou est dans une espèce de sommeil nationalement. Localement, dans les unions locales, dans les unions régionales, ça se mobilise et ça bouge beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette bagarre. C'est pas un syndicat qui dort, c'est une direction syndicale qui dort et qui, à force de dormir, énerve sa base. Alors, il a entrepris d'ailleurs, Pascal Pavageau, de se donner les moyens de gouverner un peu son organisation, puisqu'il va renouveler une instance qui s'appelle le Bureau confédéral. Ils sont 13 membres et il va en renouveler 6. Donc il est quand même, il y a 6 personnes qui vont rentrer dans cette instance et qui vont être, on s'en doute, plutôt de son côté. Donc ça lui permettra quand même de gouverner. Et puis l'objectif, c'est de rajeunir et surtout de féminiser ce syndicat, alors qu'il est un syndicat extrêmement masculin. C'est peut-être le plus masculin de tous les syndicats. Donc il est temps aussi de se mettre au goût du jour. Et puis il y a une bagarre qui se dessine autour de la commission exécutive, qui elle compte 35 membres, et il y a une cinquantaine de postulants. Donc là encore, ça va frotter, d'autant que il y a 20% de trotskistes. Alors, il ne faut pas faire une fixation sur les trotskistes, mais ce sont des militants extrêmement organisés, extrêmement disciplinés et extrêmement cohérents. C'est-à-dire qu'avec 20% de trotskistes dans l'organisation, eh bien, on a un vrai levier et on peut influencer le cours des décisions de l'organisation. Même à 20%. Même à 20%, parce que ces 20%, ce sont certes numériquement des militants, c'est un nombre, enfin c'est une proportion assez faible, mais je dirais que la puissance de ces 20%-là dans l'organisation est surmultipliée parce qu'il y a une cohérence politique. Et puis, Pavageau veut pousser donc les sujets sociétaux et notamment environnementaux. Il ne faut pas oublier qu'il a été l'artisan du programme de FO à l'occasion du Grenelle de l'environnement en 2007. C'est-à-dire c'est lui le premier qui, au sein de FO, a introduit la problématique environnementale. Et en plus, comme il est très fort en économie, il est capable de penser les projets d'un point de vue environnemental et d'un point de vue économique. Il veut mettre aussi l'accent sur la défense des précaires et des sans-statut parce qu'il anticipe l'évolution de notre société sur le modèle allemand, c'est-à-dire celui des travailleurs pauvres, des travailleurs intérimaires, des travailleurs précaires, et il pense que les organisations syndicales ont un rôle extrêmement important à jouer dans cette direction. Et puis il veut gagner aussi la grande bataille de l'implantation syndicale dans le privé parce que les règles de financement des syndicats ont changé et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, c'est en fonction de ces résultats des organisations aux élections professionnelles que les syndicats vont voir leur caisse plus ou moins remplie. Malheureusement, il y a un hic, parce que ce Pascal Pavageau a l'air bien sympathique, mais ça s'annonce pas très bien. Il y a quelques jours, il a confirmé que Force ouvrière, comme la CFDT d'ailleurs, n'appellerait pas un 1er mai unitaire. Et ça, alors que plusieurs unions régionales en province participeront à des manifestations intersyndicales. Donc il est nouvellement élu, mais il n'écoute pas sa base alors, du coup. Il n'écoute pas sa base, et en plus, tiens-toi bien, en Île-de-France, l'union régionale appelle à une manifestation intersyndicale. Et on lui a posé la question, réponse de Pascal Pavageau, il est très probable que je ne sois pas dans le cortège. D'accord. Voilà. Donc c'est quand même un mauvais signe qui est envoyé à la base militante. Alors la question c'est qu'est-ce qui va se passer donc aux élections à la commission exécutive. Ça va jouer. Et puis deuxièmement, ce tohu-bohu qui s'est déroulé pendant 3 jours va laisser des traces extrêmement importantes. Il faut le dire, Force ouvrière là a été à la limite de l'implosion.
à la limite de l'implosion. C'est quand même quelque chose d'inouï. Après 14 ans d'un Jean-Claude Mailly qui avait réussi à remettre l'organisation sur ses rails, mais la dernière année, malheureusement, apparemment, le dirigeant sortant a cédé à d'autres sirènes, celle d'Emmanuel Macron. C'est bien dommage. Ok, merci beaucoup Serge. On compte sur toi du coup pour revenir nous parler de Pascal Pavageau quand on verra s'il a réussi à remettre. De l'inviter sur ce plateau, j'espère qu'il acceptera de venir, ce serait intéressant. C'est vrai. Merci beaucoup Serge.